Allô? Ouais. Tout d'abord, bonjour. On va avoir 3 heures bien chargées. Euh, alors, on va parler du temps. On va parler d'event sourcing, de distributed domain driven design, de CQRS. On va parler modélisation. On va parler de tout un tas de choses qui sont à la fois du domaine de la technique et à la fois du domaine du business. Et puis on va même faire du code et du Uno. Donc on a un programme fort chargé. Je m'appelle Jérémy Chassin. Je suis actuellement architecte chez Siriona et j'écris occasionnellement sur mon blog thinkbeforecoding.com. Vous pouvez aussi suivre les choses que je raconte parfois aussi sur Twitter avec le nom Think Before Coding. On va aborder tout de suite. Alors attendez, ça c'est voilà, ça reprend à peu près ce que je vous ai dit. Oui, si, comme petite info, voilà, j'ai travaillé l'an dernier au advisory board du Pattern Practice Microsoft CQRS Journée. Donc j'ai eu l'occasion l'an dernier, à peu près à l'époque du DevOps de l'an dernier justement, de pouvoir travailler à l'écriture d'un ensemble de guidance et de patterns autour des questions d'event sourcing et de CQRS auprès de Microsoft, donc qui est aujourd'hui un livre que vous pouvez vous procurer, qui détaille comment utiliser ces techniques-là et les implémenter sur Windows Azure. Passons tout de suite, pour ne pas perdre de temps, à un autre problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise dans nos systèmes pour parler du temps? Qu'est-ce qui est à votre disposition dans vos langages de programmation, dans vos API, pour travailler avec le temps? Des timers? Tout le monde utilise des timers. Des threads, pour pouvoir faire des choses en parallèle? Pourquoi pas? Des locks, pour éviter que les trucs qui se passent en parallèle aient trop de conflits. Des horloges, on peut demander l'heure qu'il est, combien de temps il s'est passé depuis telle chose, etc. Mais on aura tous un constat, c'est que finalement, on passe notre temps à faire des choses autour de ça, mais ce sont finalement des modèles très naïfs et fort peu puissants pour parler du temps. Et la question c'est, qu'est-ce que le temps? Il nous faut un modèle. On ne va pas pouvoir prendre en compte le temps de façon sérieuse dans les systèmes qu'on va utiliser, qu'on va écrire, sans avoir un vrai modèle pour parler du temps, pour le comprendre, pour pouvoir l'implémenter de façon profonde, utile, dans nos systèmes. La question, qu'est-ce que le temps? Alors, le problème du temps, c'est que si vous faites une petite recherche sur Wikipédia, vous apercevrez qu'il n'y a pas de définition du temps dans Wikipédia. Il y a tout un tas d'avis de philosophes sur la question, vous pourrez trouver du Bergson, vous pourrez trouver du Bachelard, vous pourrez trouver plein de trucs intéressants, mais je ne pourrais pas vous donner ici une définition du temps. Il n'y a pas de définition du temps à proprement parler, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il n'y a pas non plus une mesure du temps. Vous pensez peut-être à la seconde, mais la seconde n'est pas une mesure du temps. La seconde est une mesure du temps écoulé. Pas de mesure absolue, on sait pas, on a à peu près une idée de quand ça commence, mais on ne sait pas exactement. Et de toute façon, on va mesurer la durée depuis ce moment initial, le Big Bang, jusqu'à maintenant. Donc on va pouvoir parler un petit peu du temps écoulé, mais pas directement du temps, comme on peut le faire de la masse ou des choses comme ça. Prenons quelque chose de plus concret, on va prendre la seconde. Je vous ai remis ici la définition, c'est copié depuis Wikipédia, mais c'est la définition officielle du système des poids et de mesure depuis 1967, en tant que définition du système des unités de base, voilà, du système international. Donc, une seconde, c'est la durée de, je ne vous lis pas le chiffre parce qu'il est un peu trop long, période de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux hyperfins F3 et F4, de l'état fondamental 1, de l'atome de césium 133. Super. Un petit peu technique. Ce qui se passe
principalement, c'est qu'on a cette question. Là, qu'est-ce qu'il y a entre ces transitions? Qu'est-ce qu'il y a entre ces transitions? Ben, il n'y a rien, et ce rien, c'est le temps. D'accord? C'est pour ça qu'on va parler de quelque chose qui va nous intéresser beaucoup. On va parler des événements. Les événements, encore une définition qui vient de Wikipédia, c'est la partie science de la notion d'événement dans Wikipédia. C'est un changement d'état ou de contexte lié à une modification substantielle de la valeur d'un paramètre mesurable dans un intervalle de temps bref à l'échelle de l'expérience. Échelle de temps bref, alors là ça se mélange un petit peu parce que l'événement lui-même peut se parler en temps de temps bref. Mais en fait, quand on a des événements aussi atomiques que ceux d'une transition de césium, la durée même de la transition, en fait, n'a pas de sens. Elle est 0. Mais ça, c'est des définitions physiques. Est-ce que vous sentez les transitions de l'atome de césium, à savoir les 9 milliards et quelques toutes les secondes? Pas vraiment. Le temps pour nous-mêmes, c'est peut-être pas si éloigné de ces choses-là, mais c'est aussi un peu différent. On va prendre comme premier exemple une journée bien remplie, où il se passe plein de choses, ici. Comme ça, le matin, vous vous levez, mais direct, vous allumez la radio, il s'est passé un truc extraordinaire ce jour-là. C'est dingue, vous sortez de chez vous, vous manquez de vous faire écraser par une voiture, c'est moche, mais ça vous impressionne. Vous allez faire plus attention à partir de maintenant. Ensuite, vous arrivez au boulot, vous apprenez, vous lisez un truc qui vient de se produire, et vous apprenez des choses nouvelles. Ensuite, le midi, vous voyez une personne que vous allez manger avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous allez discuter de choses très intéressantes, etc., etc. Votre journée est bien remplie et va se dérouler comme ça. À côté de ça, une journée bien vide, celle-ci. Le matin, vous vous levez, vous avez fait les mêmes trucs que d'habitude, le soir, vous vous couchez. Ça arrive. Des jours, on est fatigué, on ne pense pas à grand-chose et il ne se passe rien de vraiment intéressant pendant la journée. Les deux durent une journée. Je peux vous le dire, hein, ça dure tous les deux 24 heures. Maintenant, essayez de prendre un exemple d'une journée qui vous est arrivée à vous. Du premier cas, c'est un exemple d'une journée qui vous est arrivée à vous, là, du deuxième cas. Laquelle a duré le plus longtemps? Ici, là, ouais, je peux vous garantir que ça vous a semblé très long. Mais maintenant, si vous regardez cette journée-là, dans votre mémoire, elle a duré un instant. Pourquoi? Vous n'avez rien à voir pour vous raccrocher à ce qui s'est passé ce jour-là. Il vous reste juste, ce jour-là, il y a eu une journée. Point. C'est la seule chose qui s'est produite. Maintenant, vous reprenez un moment où il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Alors des fois, il y a des journées comme ça qu'on partage tous, pour peu qu'on soit assez vieux, type le 11 septembre ou des choses comme ça. Hein. Vous avez probablement tout un tas de choses qui vous reviennent en mémoire, des images et tout. Et cette journée-là, si vous voulez la raconter, il va vous falloir peut-être plusieurs minutes, voire plusieurs heures, pour pouvoir la raconter. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il s'est passé tellement de choses dont on s'est souvenu et qu'on a raconté, que tous ces moments-là ont été enregistrés dans notre mémoire. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, votre mémoire enregistre quoi? Elle enregistre les changements et pas le temps. Elle enregistre les changements de vous-même, les choses qui vous ont fait changer. C'est ce que représentent tous ces événements que j'ai écrits là. Le reste du temps, oui, votre système interne va évoluer, les secondes passent, etc. etc. Mais ce qui est vous, et en particulier votre mémoire, elle n'a avancé qu'à chaque fois qu'il s'est vraiment passé quelque chose. D'accord? Donc là, on s'aperçoit que ce qui fait votre temps personnel, ce qui fait que vous pouvez raconter votre passé, que vous pouvez raconter votre vie, ça va être ces événements qui ont fait que, avant et après, vous n'êtes plus le même. Ça explique une chose en particulier, ressentie par tout le monde. À savoir que quand on est enfant, on a l'impression que le temps est infini. Les vacances durent 2 mois, mais pour vous aujourd'hui, ce serait des années. Et aujourd'hui, les 2 mois de vacances, vous arrivez au bout et vous vous dites, zut, je n'ai même pas eu le temps de partir en vacances, ça peut arriver, je ne sais pas. Alors que ça a duré les 2 mêmes mois. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
quand vous êtes enfant, tout est nouveau. Voir une voiture, c'est nouveau. Elle n'a pas la même couleur, c'est nouveau. Vous voyez autre chose, c'est nouveau. On vous dit quelque chose, c'est nouveau. Vous enregistrez tout. Maintenant, votre cerveau, petit à petit, il s'adapte et il intègre des catégories, des choses comme ça, etc. Et moins les choses sont nouvelles. Et donc, au bout d'un moment, une voiture blanche, ouais, ok, j'ai déjà vu. Tout ça, ça ne vous change plus. Donc, vous avancez, puis, oh, il s'est passé là, ce jour-là, vraiment quelque chose, vous avez une marque. Mais maintenant, vous vous souvenez de votre année, et si jamais vous n'avez pas fait vous-même des choses pour vous imposer du changement en permanence, les choses se ressemblent de plus en plus, vous changez de moins en moins, le temps passe de plus en plus vite. Les événements deviennent de moins en moins significatifs avec le temps. Je vous mets une petite citation de Marcel Proust qui parlait très bien de ça. Dans Le temps retrouvé, une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climat. Le seul problème, c'est que lui-même s'en est aperçu juste avant de mourir, donc c'est un peu tard. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une dualité entre le temps et les événements. Les événements marquent les changements dans le temps, et le temps, c'est ce qu'il y a entre les événements. D'accord ? On va retrouver ces choses-là dans les différents modèles de la physique. Par exemple, si vous prenez la physique newtonienne, on a un temps linéaire et non cyclique, à cause d'un principe assez fort qui est le principe de causalité. Le principe de causalité, c'est le fait que quand une chose s'est produite, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, c'est pas pareil, et que ce qui est après est dû à ce qu'il y a avant. D'accord ? Ce qui explique aussi cette perception linéaire du temps, enfin, où il y en a qui disent qu'il y en a un qui explique l'autre et l'autre qui disent dans l'inverse. Vous lirez Wikipédia pour ça. Mais même dans les autres modèles un peu plus compliqués, type la physique relativiste, ça continue d'exister, sauf que les modèles sont un peu plus compliqués, les événements ne peuvent pas se déplacer plus vite que la lumière, donc on a des cônes de convergence, machin, etc. Mais cette causalité continue d'être là, même dans les modèles plus complexes, la physique relativiste, donc avec la limite de la vitesse de la lumière, et la physique quantique. Il paraît que l'opérateur hamiltonien de l'équation de Schrödinger est l'implémentation mathématique de ce concept de causalité. Donc je ne vous ferai pas le détail, hein, moi je ne l'ai pas. En tout cas, le temps découle des événements par cette notion de causalité, et ça c'est quelque chose qui va nous intéresser énormément. Maintenant vous allez me dire, et quel est le rapport avec le business ? Je vous ai parlé d'argent, de temps, tout ça. On vient de parler de temps, de métaphysique, c'était très rigolo, mais derrière, il y en a parmi nous qui écrivent du code pour la beauté d'écrire du code. On le fait aussi parfois pour l'argent, et c'est en plus des choses très, très intéressantes. Vous allez voir. En fait, dans tout un tas de domaines, si vous écoutez vos domaines experts, vous les écoutez bien, vous allez entendre ça. Ouais, quand un utilisateur a annulé sa commande, alors en fait, on va prendre le truc, on va le déplacer ailleurs, on va faire comme ça, on va lui envoyer un coupon pour qu'il recommande la même chose la prochaine fois, par exemple. Super. Quand les prix sont passés sous un seuil, alors il faut déclencher quelque chose. Et à chaque fois, de quoi on parle ? On parle d'un événement. Alors moi, je vous demande, dans votre système aujourd'hui, où sont vos événements ? Il y a une méthode qui appelle une autre méthode, qui appelle une autre méthode. C'est un petit peu faible. On va pouvoir trouver quelque chose de beaucoup mieux. En fait, au QCon London, en août 2009, Eric Evans, donc je sais qu'il y a principalement des gens qui sont de la communauté Java ici, donc qui en général connaissent pas mal Domain Driven Design, en tout cas on en a entendu parler. Il y a Eric Evans qui parlait lui-même à QCon London en 2009 et qui disait, voilà, j'ai écrit le livre, je l'aime bien, il a eu un bon écho, mais il y a deux choses. Un, j'ai trop mis en avant la question des entités, des repositories et tout, et la plupart des gens sont arrêtés au chapitre 4, ils ont lu ça, et ensuite ils ont fermé le livre en disant, j'ai tout compris, c'est comme les Java Beans, c'est comme les trucs et tout, c'est bon, je peux y aller. Donc ils n'ont pas lu le reste, donc d'une part, ils voulaient tout remettre dans l'autre sens. Mais surtout, il disait que un des éléments les plus importants qu'il a oublié dans les building blocks, ces modèles-là,
c'est les domain events. Là, je vous reprends ici le slide de sa présentation là-bas. Donc, il avait fait un gros slide. Domain events. Something happened that domain experts care about. C'est passé quelque chose dont les domaines experts, auxquels les domaines experts sont intéressés. Et ça, les domaines experts, ils sont toujours intéressés à savoir les choses qui sont produites. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on va faire, c'est pas lui qui l'a dit uniquement, mais si vous l'écoutez régulièrement, il vous le répétera tout le temps. Make the implicit explicit. Rendez ce qui est implicite explicite. Et si jamais les événements sont quelque chose d'important pour manipuler le temps dans votre système, mettez des événements pour de vrai dans votre système. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre ça vraiment sérieusement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'event sourcing. Alors là, il y en a certains qui vont vous penser que je vais aller un petit peu loin. Le reste de la présentation va vous permettre de comprendre toutes les choses qui vont ensemble et pourquoi ces choses-là sont si intéressantes. Qu'est-ce que l'event sourcing? L'event sourcing, la définition est toute simple, c'est d'utiliser les événements comme moyen de persistance de votre système. Vous savez, là, votre grosse base de données, celle qui ressemble à ça, avec un carte qui contient des items, des shipping information, des customers, avec des liaisons entre ces trucs-là, machin, et tout ça. C'est ça, vous, aujourd'hui, l'état de votre système. C'est ça que vous stockez, et c'est ça qui est la valeur principale de votre entreprise, en plus des gens qui travaillent autour, bien entendu. Mais c'est là que vous avez l'intégralité de toutes les données de vos utilisateurs, c'est là que vous avez l'intégralité de toutes les données qui concernent l'argent dans votre système, toutes ces choses-là. Et bien tout ça, on va le mettre à la poubelle. Enfin, on le ressortira de la poubelle plus tard, mais je vous expliquerai comment. Non, on ne va pas du tout parler des choses comme ça, nous on va parler des choses comme ça. On a créé un panier, on a ajouté 2 chaussettes, on a ajouté 4 chemises, on a mis les informations de shipping, et du coup c'est prêt à partir. Derrière, un business expert vous dira « Ouais, quand on a ajouté les informations de shipping, alors on va vérifier si le total, machin, sinon l'utilisateur, il peut avoir un discount de tant de pourcents, il peut tout ça. » Là, on peut discuter. Là, on peut discuter de toutes ces questions de temps. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment ce que je vais sauver. Je vais vraiment sauver. Un panier a été créé, je vais l'écrire sur mon disque. On a ajouté 2 chaussettes, je vais l'écrire sur le disque. On a ajouté 4 chemises, je l'ajoute. Et je l'ajoute. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais faire que ajouter tout le temps. Je ne vais jamais rien enlever, je vais toujours aller en avant. Par exemple, on n'efface jamais. On a ajouté 2 chaussettes, plus tard, on a enlevé 2 chaussettes. Il n'y a plus de chaussettes. Mais ça, je le sais. Dans l'autre système, il n'y a pas de chaussettes. Il n'y en a jamais eu. Enfin. Ah, l'utilisateur a enlevé 2 chaussettes. Mais en fait, il y a eu un moment où ça l'intéressait, mais en fait, ça ne l'intéressait plus. On peut peut-être essayer de comprendre pourquoi. Et si jamais on lui mettait plein de pubs de chaussettes là, les autres, avec des caractéristiques différentes, reposant sur une analyse des gens qui achètent des chaussettes, tout ça, big data, tout ça peut faire plein de choses très intéressantes comme ça. Vous analysez tout et ensuite, vous envoyez des choses à l'utilisateur. Annuler une commande, on supprime la commande du système? Bien sûr que non. On va la flaguer comme étant annulée. Ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Ouais, mais moi, au moment où la commande est annulée, si le camion est déjà parti, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être prendre le contenu du camion, et plutôt que de le refaire revenir, je vais regarder, et puis je vais me dire, ça coûte combien de faire revenir le camion? Ça coûte combien d'essayer de trouver quelqu'un avec un discount de 25% et de lui acheminer à partir de là où est le camion? Laquelle des 2 décisions, d'après vous, a le plus de valeur au niveau du business? Lequel des 2 modèles vous permet le mieux de pouvoir commencer à réfléchir de cette façon-là? Comme vous aurez remarqué ici, en fait, on ne va plus parler de suppression, on va parler de compensation. C'est-à-dire que dans un système dans lequel on ne revient jamais vraiment en arrière, on compense. Vous remarquerez que c'est le langage habituel des comptables. Un comptable, s'il vous a donné trop d'argent, il ne va pas avec sa gomme, il ne va pas repartir dans le passé et dire
Non, non, je ne lui ai pas donné l'argent. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous écrire plus loin un truc comme quoi vous lui devez de l'argent et vous devez lui rendre. Et quand on ajoute l'un et l'autre, ça fait le total que l'on devait avoir dès le début. Ici, la personne voulait 2 chaussettes, finalement elle ne voulait pas. C'est pas que ça ne s'est pas passé, c'est que les 2 opérations font qu'on ne lui enverra aucune chaussette au client. Cette technique-là a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages parce que ce qui se passe, c'est que à partir de ce moment-là, votre système, l'état actuel de votre système, n'est qu'une simple désérialisation d'objets qui vont représenter vos événements. D'accord ? Ce qui est sympathique, c'est comme c'est une sérialisation, vous prenez n'importe quel framework de sérialisation, vous avez créé une classe qui porte le nom de l'événement des événements que je vous ai montré avant, qui a comme propriété les quelques propriétés qui sont intéressantes dans l'événement. Et ensuite, pour le sauver, il me suffit juste que j'ouvre un fichier et puis je colle le truc à la fin, la sérialisation, je mets un marqueur comme quoi c'est celui d'après, et on continue. Et oui, vous n'avez plus besoin d'ORM. En particulier, vous n'avez plus à représenter votre état actuel que vous allez manipuler en mémoire sous forme d'objets, alors qu'en fait, dans votre base relationnelle, ça va être sous forme de table, des choses comme ça. Quand vous utilisez, c'est moins vrai avec les bases de documents, mais les bases de documents, il faut les mettre à jour, vous avez des problèmes de concurrence et tout. Vous allez avoir souvent des problèmes avec ça. Ça, c'est fini, je vous montrerai, hein, ce genre de problème-là n'existe plus. Il y a quelque chose de très intéressant, on verra aussi, qu'il n'y a plus de liaison entre le stockage que vous allez faire sur votre disque, là, pour savoir où vous en êtes, et l'état privé des entités. Parce que qu'est-ce que vous faites avec votre ORM ou avec votre base de documents? Vous faites une belle classe bien encapsulée de façon à ce que tout votre comportement soit bien à l'intérieur et que personne ne voit, etc. Super. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous liez ça complètement à votre stockage dans une base SQL qui a une techno complètement différente. Et maintenant, vous voulez changer la façon de stocker vos données à l'intérieur de votre entité, de votre classe, pour pouvoir mieux prendre en compte vos changements d'état, etc. Et là, vous vous retrouvez à devoir derrière, faire un gros changement de schéma sur une base de documents dans une base relationnelle. Vous y passez des heures. En général, ce que vous faites, c'est que vous décidez de ne pas changer la structure interne de vos classes, de façon à éviter d'avoir tous ces problèmes de migration de données. Là, ce truc-là est privé, il est privé. On va prendre des exemples plus tard pour le bien voir. Ça va assez loin, puisque au final, on a des entités qui peuvent ne pas avoir de getter et de setters. Ça, c'est un gain certain, on le verra dans tout un tas d'applications. C'est un stockage en insertion seule. À chaque fois, je prends ma dernière position, j'ajoute. Je prends ma dernière position, j'ajoute. Je prends ma dernière position, j'ajoute. Votre base de documents, les bases de documents aujourd'hui c'est un peu moins vrai parce qu'elles reposent un peu sur des choses comme ça, mais votre base SQL, elle passe son temps à prendre des morceaux sur le disque, à les écraser, etc. Donc elles ont besoin d'avoir des modèles transactionnels super compliqués avec des locks et tout, histoire d'être acide. Ça fait des choses où on se retrouve avec des deadlocks, ça fait des choses où on se retrouve, c'est l'enfer. Non, moi en Event Store, je peux vous en écrire on va en écrire un peu naïf, hein, mais je peux vous écrire le même sur le disque. Ça prend, en Java, je pense que ça prendrait 200 lignes, un truc comme ça, pour avoir quelque chose qui tient la route. Besoin de rien d'autre. C'est simple à mettre en place. C'est une excellente montée en charge, parce que votre disque, il tourne, et vous écrivez à la fin. Il tourne, toujours dans le même sens. Comme ça. Avec les SSD, ça marche aussi très bien. Parce que vous écrivez qu'une fois, vous ne réécrivez pas 50 fois au même endroit, donc vous ne grillez pas votre SSD. Backup, réplication, un événement a été écrit, on n'y touchera jamais. Une fois que vous avez fini d'écrire un morceau de fichier, vous faites quoi? Vous prenez le fichier, vous le copiez ailleurs. Plus jamais besoin de le transférer, ça a été fait, il ne changera pas. Bon, ça va être une propriété très intéressante de notre système, cette immutabilité du passé. Le passé est passé, on ne va plus y toucher. On va bouger les octets, mais les octets, une fois qu'ils auront été bougés une fois, c'est bon, on n'y touche plus. Pour ceux qui ont déjà essayé de faire du backup ou de la réplication de base de 70, 100, 150 gigas, vous connaissez un peu le genre de problème que ça pose. Là, on peut avoir plusieurs téras de données, les transférer au fur et à mesure. Les octets qui ont été transférés sont déjà transférés, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire votre backup toutes les 5 minutes en incrémental, sans souci. Ça a aussi un avantage pour le diagnostic, c'est que du coup, c'est très facile de récupérer sur votre poste l'intégralité des données
de production, de pré-production, de ce que vous voulez, de reprendre tout l'historique jusqu'au point qui vous intéresse et de regarder, en essayant de faire la commande à partir du point auquel il y a eu un problème, ce qui va vraiment se passer. Et ouais, je ne sais pas combien d'entre vous peuvent redescendre une base de prod ou de pré-prod dans un état quelconque du passé pour voir ce qui s'est passé au niveau et pouvoir le débugger. Dans ce cas-là, c'est très facile. Alors comment ça marche? On va avoir juste deux petites choses en event sourcing. Il va y avoir deux parties qui vont être la prise de décision, c'est-à-dire réagir aux commandes, et une autre partie, qu'on verra juste après, qui est de savoir où on en est. Première partie, la prise de décision, elle est simple. Étant donné ce qu'on veut me faire la commande, étant donné là où j'en suis, mon état, qu'est-ce qui se passe? Simplement, il me suffit de déterminer quel événement s'est produit, avec quels paramètres. Donc on va prendre une commande, on va prendre l'état actuel, et on va simplement déclarer un événement qui s'est produit. Cet événement qui s'est produit, qu'est-ce que vous faites? Vous le sauvez. Ensuite, on verra. On a décidé que ça s'était passé, maintenant ça s'est passé. Ça a été écrit, ça ne sera plus jamais effacé. On l'a décidé. On va sauver les événements, on va les sauver tous. On ne va jamais modifier ou effacer un événement passé. Pourquoi? On ne va pas réécrire l'histoire en permanence. Tout comme les comptables, tout ça, font tous les jours. L'autre moitié, c'est ça, savoir où on en est. Sachant là où j'en étais juste avant que l'événement soit produit, et sachant que tel événement s'est produit, dans quel état suis-je? Vous prenez un événement, l'état actuel, et vous décidez quel est le nouvel état. Je vous ferai des exemples tout à l'heure, on prendra vraiment en fonctionnel comme ça, en immutable, c'est-à-dire qu'on ne modifiera jamais l'état actuel, à chaque fois on créera un nouvel état à partir de l'état d'avant. Vous pouvez aussi tout à fait avoir une classe état qui prend une méthode, qui va avoir une méthode qui prend un événement et qui va transformer l'état actuel. Vous ne serez pas immutable, mais vous passez de l'état avant à l'état après à l'intérieur de votre classe. C'est aussi possible pour ceux qui ont des langages qui ont un support de l'immutabilité un peu moins bon que les langages fonctionnels, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le faire par agrégat en général, et qu'il y a quelque chose qui est important quand on fait ça, c'est que là, il n'y a pas d'effet de bord. C'est-à-dire que le but, c'est juste savoir où j'en suis à partir de ce qui s'est passé. Maintenant, si on regarde cette fonction-là, et qu'on regarde ensuite mon historique que j'ai sauvé depuis le début de mon système, il y a 1 an et demi, quand j'ai démarré mon système. J'ai une liste assez longue d'événements. Quel est l'état actuel de mon système? Pas très compliqué. Vous prenez votre système à l'état vide, vous prenez le premier événement, vous le mettez là-dedans. Vous obtenez l'état 1. Prenez le deuxième événement, vous le collez sur l'état 1, vous obtenez l'état 2, pour commencer. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, vous avez votre état actuel. C'est un peu long, je vais vous montrer comment on peut accélérer les choses. N'empêche qu'il y a un truc intéressant, c'est que votre état actuel, vous avez voulu le sauver d'une façon à une époque, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose sur lesquelles vous voulez mettre l'accent. Il y a des choses que vous voulez compiler autrement par rapport à ce qui s'est passé pour pouvoir prendre vos futures décisions. Il est où mon état actuel? Intégralement dans cette fonction. Je change la fonction, je fais retourner le truc, j'obtiens mon nouvel état. Un état qui est, qui est une déduction à nouveau de exactement le même passé, mais qui par contre peut avoir une forme totalement différente. D'accord? Par exemple, si vous n'êtes intéressé que par le nombre de fois que vos utilisateurs ont enlevé des chaussettes de leur panier, pour n'importe quel événement, ça ne fait rien. Puis quand l'événement est « j'ai enlevé une chaussette », ça fait plus 1. À la fin, vous avez le nombre de chaussettes enlevées en tout depuis le début de votre système. Pourquoi pas? Vous n'y avez jamais pensé avant? Vous pouvez le sortir maintenant. Et pas à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à le noter. Vous l'avez depuis le début, depuis le premier jour. Alors que, pourquoi? Parce que ça se passait, et que d'habitude, dans votre base de données, vous le supprimiez. Donc vous l'oubliez. On ne va rien oublier. Je pourrais même vous montrer exactement comment on peut prouver qu'on n'oubliera rien du tout.
Niveau des performances, bien entendu, quand je vous dis j'ai 1 an et demi, j'ai 2 ans d'ancienneté dans mon système et je vais rejouer plusieurs centaines de millions d'événements, ça vous fait un petit peu peur. Donc on va tout de suite parler performance, parce que sinon je sens que ça va en rebuter certains, ils vont sortir de la pièce en se disant ah, moi ma base SQL, si je lui demande, elle me sort cette donnée au moins dans les 4-5 secondes. Rassurez-vous, on a des performances bien meilleures que ça sur ce type de système. Déjà, en fait, souvent, on a des machines rapides, hein. Je vois 1 million d'événements, souvent ça ne vous prendra pas plus de 3-4 secondes, déjà, premièrement. Ensuite, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que le passé n'est pas modifié. Donc si jamais vous prenez votre historique, là sur votre machine de dev, vous avez descendu au fur et à mesure votre historique de prod, hein, okay, vous l'avez mis sur votre machine de dev. Vous démarrez votre machine de dev là maintenant, et puis vous allez jusqu'à l'événement 1 milliard. Tchac. Puis vous avez fait une fonction, comme je vous ai montré là, pour obtenir une valeur à 1 milliard. Vous prenez la valeur que vous avez là, vous la montez en prod. C'est juste une bête copie. Et puis maintenant, vous dites, en prod, on reprend à partir de 1 milliard, on va jusqu'à la fin. Il vous en restera 1000 à jouer, 2000 à jouer, ce qui va prendre quelques centièmes de seconde, peut-être millièmes de seconde. Pas plus. La valeur est la même, puisque vous avez joué le même historique. Sur votre base de SQL classique ou de documents que vous récupérez chez vous, vous faites des transformations, le temps de monter en prod, tout a changé. Comment est-ce que vous faites pour réconcilier les deux? Comment est-ce que vous faites pour réconcilier les deux? Là, je peux faire tout sur mon poste de travail, le soir, je lance le truc, ok. Le lendemain matin, vous avez des dizaines de milliards, vous avez des terras d'historique, vous le faites tourner, le lendemain matin, la donnée est prête, vous la montez en prod. Entre le moment où vous avez calculé votre donnée et le moment où vous repartez, il y a 5000 nouveaux événements. Vous avez juste au démarrage du système à faire les 5000 opérations qui ont été ajoutées et vous êtes à jour. Et à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, tchac, 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 vous allez être à jour, vous allez être à jour, vous allez être à jour. Il n'y a pas de problème. Okay, donc, oui, ça peut prendre du temps, mais vous pouvez le faire offline parce que vous avez cette maîtrise du temps. D'accord? Chose que vous aurez beaucoup moins dans des représentations par état. En plus, c'est ce que j'appelle le cache des événements. Même souvent, voilà, vous n'avez même pas à récupérer les événements de la prod, puisque le fait de les avoir tout le passé déjà récupéré est toujours valable. Ensuite, l'event sourcing, vous pouvez souvent aussi, pour les cas où vous avez des taux de modification très 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 grands, la plupart de vos systèmes font probablement moins de 20 transactions par seconde, changement d'état réel par seconde. Je ne sais pas qui a des systèmes ici qui font plus de 20 transactions par seconde. Alors vous faites de la finance. Voilà. Et vous utilisez déjà des trucs qui ressemblent un peu à ça. De près ou de loin. Ce qu'on peut faire, pour les cas où on a beaucoup d'écriture, parce que ça arrive, vous le faites en mémoire. Est-ce que l'utilisateur a changé de nom? Ok, super. Dans votre base, qu'est-ce qui prend de la place? Les descriptions, les photos, les données comme ça. Mais votre utilisateur, il a changé de nom. Très bien. Est-ce que le nom actuel de votre utilisateur va vous servir de base pour une décision future? Non, en général, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste avoir une information qui va dire il a donné un nom, il n'a pas donné de nom. S'il n'en avait pas donné, on pourra... Hein, sinon, donc souvent, en fait, l'état actuel de votre objet, malgré toutes les choses qui lui arrivent, peut être condensé pour prendre votre prochaine décision sur 2 booléens et 3 entiers. Toutes les choses qui sont longues, la description actuelle, vous n'allez pas la demander à ce truc-là. Ce truc-là sert à faire de l'historique et tout. Je vous expliquerai comment on récupère le nom actuel de votre utilisateur. Mais pour votre prise de décision, la description complète, le nom, etc., toutes ces choses qui prennent du volume de données dans vos systèmes, pour votre prise de décision, c'est-à-dire quel sera mon prochain événement, sachant ce qu'on me demande de faire, etc., n'a strictement aucun intérêt. Donc votre état est tout petit. Et donc, si votre état est tout petit, pourquoi, si vous avez beaucoup de mises à jour à faire en permanence, pourquoi ne pas tout garder en mémoire? La plupart des systèmes, je pense, tiennent sur la mémoire de mon téléphone, hein, ici, enfin, une fois qu'on les implémente comme ça, au niveau transactionnel. Donc,
Si vous avez vraiment des gros volumes et que vous ne voulez pas recharger d'événements, laissez tout en mémoire, il n'y a pas de souci. De toute façon, si vos volumes augmentent et que ça ne tient plus sur une machine, j'espère pour vous que vous faites payer vos utilisateurs suffisamment pour que le total du volume vous permette d'acheter une nouvelle machine. Ok ? Ce ne sera pas très compliqué. Je vous expliquerai en plus comment ce modèle-là permet de distribuer sur plusieurs machines différentes. Il y a une autre tactique qui est que puisque, je vous en ai déjà parlé un petit peu avant, mais on peut la généraliser, puisque l'état de votre système, à un moment donné ne changera plus, vous pouvez tout simplement faire une capture de votre agrégat après 1 milliard d'événements. Et ensuite, si jamais, pour pouvoir savoir où vous en êtes à 1,2 milliard, ben, vous chargez l'état à 1 milliard et vous jouez 2 événements. Si vous faites ça tous les 100 événements, tous les 1000 événements, pour les cas où vous auriez des chaînes qui s'allongent comme ça d'événements, vous pouvez les faire. Si vous êtes en dessous de 1000 événements sur la durée de vie de votre objet, vous pouvez oublier ça, hein, ça ne sert à rien. Le système est bien suffisamment rapide pour ne pas en avoir besoin. Souvent, faire un replay de 1000 événements, c'est plus rapide que de faire un aller-retour pour faire une requête dans une base SQL. Donc, vous inquiétez pas avant d'avoir plus de 1000 événements à charger à chaque fois. L'immutabilité de l'ensemble permet d'avoir des gains en performance parce que le parallélisme, parce que toutes ces choses-là sont très faciles à faire. Vous pouvez travailler en même temps sur plusieurs instances de votre objet, gérer la concurrence et tout, sans avoir aucun problème ni de lock, tout ça. Ce qui est encore un bon argument en termes de performance. Donc là, je vous refais un petit récapitulatif des snapshots. Lorsque le nombre d'événements augmente, on prend une capture de l'état après l'événement N. Et du coup, pour savoir où en est l'objet, quand on est au-delà, on charge la capture et on applique les événements qui sont après N. Quand votre N augmente un peu trop et que le nombre d'événements depuis le dernier snapshot a augmenté, vous refaites un snapshot. Ce qui est un truc qui est intéressant, c'est que votre snapshot, vous pouvez le faire en parallèle. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est que une fois que vous avez sauvé votre énième événement, vous pouvez soit le sauver comme ça, soit aussi ce que vous pouvez faire, c'est faire « Oh là, il faudra peut-être un jour faire un snapshot parce que ça commence à en faire beaucoup ». Vous lancez un thread à côté, sur une queue, n'importe quoi. Puis ce truc-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reprendre, il va charger le dernier snapshot, il va recharger tous les événements en parallèle pendant qu'il y en a des nouveaux qui s'ajoutent. Lui, il va aller jusqu'à un endroit. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Mais il va faire un snapshot là et le sauver. Pas de problème. Que le système est chargé avant, après, tout ça, aucun problème. Vous ne voulez pas avoir le snapshot du dernier, vous voulez avoir un snapshot à une version. Vous l'aurez. Et à partir du moment où vous êtes à cette version, rien ne fera plus jamais changer cette chose-là. En plus, le snapshot, c'est vrai que là, je vous ai dit tout à l'heure que un des intérêts, c'était qu'on n'était pas lié à l'état interne notre système n'était pas lié au stockage. L'état interne du système n'était pas lié au stockage. Il se trouve que quand on fait un snapshot, on fait un peu ce qu'on fait quand on sauve notre état actuel dans une base de données relationnelle. C'est-à-dire qu'au final, on prend l'état interne de l'objet et puis on va le mettre dans une base. Finalement, quelle est la différence ? La différence, c'est que dès que vous faites le moindre changement, vous effacez tout, vous rejouez tout, et vous refaites votre snapshot. Et à partir de maintenant, vous pouvez avoir une structure complètement différente et pouvoir commencer avec vos snapshots dès que vous allez mettre en production. On va parler, là je vous ai parlé un petit peu, je suis descendu dans l'event sourcing, sa technique. On va parler un peu de ce que ça permet en termes de modélisation. On a parlé d'abord du modèle du temps, ensuite on a parlé de la technique de l'event sourcing, mais maintenant, qu'est-ce que va apporter l'event sourcing dans votre système en termes de modélisation ? Là, on va être dans des choses beaucoup plus domain-driven design, etc. Comment on décide à quoi s'appliquent les événements ? Comment on va nommer nos événements ? Qu'est-ce qu'ils vont représenter ? Prenons un exemple anodin, l'adresse de l'utilisateur a changé. Vous avez tout ça, enfin, il se produit des choses comme ça dans la plupart de vos systèmes, j'imagine. Pas dans le mien. Pas dans le mien, pourquoi ? Ma question, c'est celle-là. L'adresse de l'utilisateur a changé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça ? Non, non, ça ne veut pas dire ça. Les choses ont un sens. Votre utilisateur n'a pas son adresse qui change comme ça.
votre utilisateur va déménager. Et ça a un sens. Vous voyez la différence? La différence entre le champ adresse de mon objet utilisateur a changé, super. Mon utilisateur veut déménager, il déménage, il a déménagé, je l'indique. Ouais, quand l'utilisateur a déménagé, vous dira votre domaine expert, ouais, bah, ce qu'il va falloir faire, c'est des trucs assez compliqués parce que va falloir emmener, vous êtes fournisseur ADSL, va falloir emmener quelqu'un décabler son truc à son ancienne adresse, et puis ensuite va falloir emmener quelqu'un qui va pouvoir câbler son truc à sa nouvelle adresse avant sa date de déménagement si possible. On lui enverra du côté marketing un welcome pack histoire qu'il puisse aussi acheter, upgrader son abonnement pour acheter un abonnement télé, etc., etc. C'est ça qu'ils vous disent les gens du business. Le fait que l'adresse de l'utilisateur a changé. Dans ce cas-là, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre raison pour laquelle le champ peut changer. Ah, il a déménagé, mais au moment où on a tapé l'adresse, c'était pas la bonne. L'utilisateur passe un coup de fil. Il y a quelqu'un au call center qui fait « Ah, excusez-moi, on va corriger l'adresse. » Et là, on la corrige. Ça implique pas du tout la même chose. Parce que dans ce cas-là, en général, on n'a pas besoin de déplacer quelqu'un, on n'a pas besoin de... etc. On ne va pas renvoyer un welcome pack. Si c'est juste parce que le deuxième étage n'était pas bon, etc., il n'y a pas besoin. Si jamais le changement est un changement vraiment structurel qui demande de refaire des opérations, à ce moment-là, dites-le aussi. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu un défaut de machin, etc., il faut le savoir, parce qu'il va falloir refaire plein d'opérations. Mais ce n'est pas non plus un déménagement. Par exemple, pourquoi est-ce que ce n'est pas un déménagement? Si vous êtes chez un opérateur ADSL standard, ce qui vous arrive, par exemple, c'est que quand vous décidez de déménager, en fonction de votre ancienneté chez l'opérateur, vous êtes remboursé ou pas de vos frais de déménagement. Si jamais le problème vient du fait que l'adresse a été mal tapée, mais que ça redemande un recablage, décablage, on ne va pas vous faire repayer ou vous rembourser le truc une deuxième fois. Donc oui, il y a un cas, dans les deux cas, ça va demander une opération de recablage, mais il y a un cas où, pour les raisons marketing, pour les raisons de comptabilité, etc., ça aura des implications différentes. Il ne faut pas que ce soit implicite dans votre système, il faut que ce soit explicite. D'accord? Mettez-le, gravez-le. Pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des task-based UI, des interfaces graphiques orientées tâches. Présentez pas une liste de champs, rentrez votre adresse. Sur le site de l'opérateur ADSL en question, il y a un bouton « Signaler un déménagement ». L'utilisateur vous le dit, il clique sur le bouton, il va rentrer les données, il va faire toute la procédure, vous faites « OK ». Et vous, dans votre système, vous allez juste enregistrer l'adresse de l'utilisateur à changer. Vous perdez plein de données, vous perdez plein d'informations. Qu'est-ce qui a de la valeur dans votre boîte? L'information que vous avez. L'information que vos utilisateurs vous rendent dans vos systèmes tous les jours sur leur comportement, etc. De plus en plus aujourd'hui, en plus avec les initiatives Big Data, on a des outils de plus en plus puissants pour extraire des informations intéressantes de tous ces trucs-là. Donc, le conseil, votre utilisateur vient avec une intention. Il vient dans votre système, pas pour changer de la donnée dans votre système. Lui, il n'en a rien à faire de la donnée dans votre système. Il vient là pour faire des choses. Il a une intention, il vient là pour quelque chose. Prenez à la racine cette intention et faites-le tel qu'il l'a dit, stockez-le tel qu'il l'a dit. Donc, premier conseil, prenez l'intention, capturez-la et surtout, ne faites pas des choses du genre des événements qui disent la valeur du champ truc a changé, la valeur de l'entité truc a changé, etc. Ça n'a pas de valeur. Continuez d'utiliser votre base SQL que vous connaissez déjà aujourd'hui. Vous aurez à peu près le même résultat. Vous aurez les insertions, suppressions, etc. Mais vous n'aurez pas beaucoup plus d'informations. Capturez l'intention. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du temps et je vous ai dit que les événements avaient un sens et que c'était ça qui nous intéressait. Mais des fois, on est intéressé par l'heure qu'il est. Par exemple, en finance, les ouvertures, fermetures de la bourse, ça se passe à une certaine heure. Donc souvent, vous avez un timer qui vous alerte, etc. En comptabilité, il y a des jours, c'est la clôture d'un exercice, etc. En hôtellerie, on ouvre la saison, on ferme la saison et tout ça. Tout ça, c'est des choses qui se passent un jour à une heure donnée, etc. Il y a tout un tas de choses. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois, pour vous décrire l'heure qu'il était ce jour-là, je vous ai donné une raison du domaine. Plutôt que de dire, il est à l'heure, on fait ça, capturer, on fait la fermeture de la bourse.
Il se trouve qu'il était 16 heures, je ne sais plus à quelle heure c'est, ceux qui font de la finance doivent connaître les heures mieux que moi, mais ça doit être 17 heures ou un truc comme 17h30. Notez qu'il était 17h30. Il se trouve que des fois, d'ailleurs, pour des raisons légales, fermeture de la bourse plutôt. Vous dites, c'est une fermeture de la bourse, et en fait, il était que 16 heures. Eh ouais. Et là, vous avez deux choses. Un, c'était bien la fermeture de la bourse, c'était pas juste il est 16 heures. Mais en plus, vous avez l'heure à laquelle ça s'était produit. Pour avoir un repère externe aux choses qui auraient pu se produire autour, éventuellement. Comptabilité, fermeture d'un exercice, bah ouais, c'est pas un jour comme les autres. Donc autant le dire, plutôt que de dire juste on est le 25, super, maintenant on a fait une opération. Dites, on a fait une opération qui est la clôture, vous le stockez. Tellerie, même combat. La question c'est vraiment de capturer l'intention, et même les heures qu'on note dans notre système ne sont pas bêtement des heures, ce sont des heures qui nous intéressent pour une raison donnée. Capturez-le. La question, c'est... Ouais, voilà, ces événements ont un sens. Au niveau modélisation, maintenant que j'ai parlé de quel est le sens de ces événements, il faut charger ces événements de sens. À quoi est-ce qu'ils s'appliquent? Alors pour ça, il y a une donnée qui est super dans Domain Driven Design, qui s'appelle l'agrégat. Je ne sais pas qui a lu ou entendu parler de Domain Driven Design déjà. Pas mal de gens. Je vous reprends ici c'est pas vraiment la définition, mais c'est une description à l'intérieur du chapitre sur les agrégats. Il donne ce conseil-là. Regrouper les entités. Entités, vous voyez à peu près de quoi ça parle. Ce sont les choses qui ont un nom dans votre système et qui peuvent changer et qui, même s'ils changent, restent la même chose due à leur identité le temps de la durée de vie de votre système. D'accord ? Donc regroupez les entités et les valeurs en agrégats et définissez une frontière autour de chacun. Une frontière, c'est le mot qu'il faut retenir. Cette organisation simplifie la préservation des invariants. Ok. Entre les objets de l'agrégat et de l'agrégat lui-même lors de tout changement d'état. Un changement d'état qui pourra pour nous être un événement. C'est idéal pour émettre des événements, cette notion-là, parce que c'est un endroit où vous allez... C'est des choses que vous allez regrouper entre elles pour la raison qu'elles doivent changer ensemble. Et à quoi servent nos événements? Ils servent justement à parler de ces changements. Pas sous la forme de il y avait avant et il y avait après, mais sous la forme de... Pour cette raison-là, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après ne seront plus les mêmes. On a parlé d'une frontière. Et on a dit que ce qu'il y a à l'intérieur doit être consistant. C'est-à-dire préserver ses invariants vis-à-vis de l'extérieur, et qu'à l'intérieur, quand vous passez à chaque fois, quand vous faites une opération, d'un état A à un état B, et personne ne voit une sorte d'état A, B intermédiaire avec des moitiés pas bien mises, etc. Soit vous êtes dans un état A qui est valide, soit vous êtes dans l'état suivant qui est valide aussi. Et ça, vous mettez une frontière autour pour dire, attention, personne n'a le droit de toucher à l'intérieur, parce que ce qui est à l'intérieur est tellement important, le fait que les choses à l'intérieur soient modifiées ensemble est tellement important qu'il faut que personne ne puisse intervenir sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va dire à cet agrégat, cet ensemble de choses qui vont ensemble, de changer en un coup et d'être consistant. Ce qui est à l'intérieur doit être consistant. Ça apporte une propriété intéressante parce qu'on a parlé de frontières. Ce que ça veut dire, c'est que ce qui est à l'extérieur, n'a pas besoin de l'être. Il peut se trouver que ça l'est, mais ça n'a pas besoin. Prenons un exemple. Une voiture. Quand vous appuyez sur la pédale pour faire avancer votre voiture, c'est assez important que vos roues soient coordonnées de façon à ce que ça avance ensemble. Ok ? Voilà. Même vous pouvez prendre un système dans lequel vous avez le pilote qui est dedans, qui, comme c'est lui qui va appuyer qui a la voiture, tout ça, vous allez considérer que c'est un tout qui doit être cohérent. Le pilote ne doit pas rester sur place quand la voiture démarre. Les roues doivent rouler à une certaine vitesse pour que l'ensemble de la carrosserie tourne, que le moteur doit tourner et tout. C'est un ensemble qui est cohérent à un moment donné, en tout cas dans votre modèle, que vous avez choisi pour représenter des véhicules. Cet ensemble-là est un tout cohérent que vous voulez faire évoluer ensemble et pour lequel il ne doit pas y avoir des choses qui vont être disparates. Disons maintenant qu'on veut faire démarrer deux voitures.
Vous voyez tous la scène dans Rebel Without a Cause, avec la fille là, qui lève les bras, et puis les voitures qui démarrent et tout ça. La fureur de vivre, avec James Dean. Les deux voitures démarrent en même temps. En fait, pas vraiment. Il y a un signal. Le signal ne va pas mettre le même temps à se propager. Puis il y en a un qui va démarrer plus vite parce qu'il est plus nerveux, l'autre moins vite parce qu'il a été déconcentré 2 secondes. Et ils démarrent presque en même temps, mais pas en même temps. Est-ce que c'est grave? Peut-être, peut-être pas. Il y a des cas où la décision c'est non, ça nous suffit, ils vont démarrer à peu près en même temps, et quand on donne un signal, au final, ils finissent par démarrer, tous les deux, et ils y vont. Dans ce cas-là, vous pouvez modéliser vos deux voitures comme étant deux agrégats. Mais si jamais vous voulez faire une cascade ultra compliquée, où les deux voitures doivent être synchronisées à la microseconde, de façon à pouvoir atterrir de cette façon-là et de cette façon-là au bout du crash. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre deux mecs qui vont appuyer sur le truc? Non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un système électronique, vous allez câbler les deux voitures, vous allez mettre un signal unique, vous appuyez, vous connaissez exactement le temps de propagation du signal dans le fil, de façon à ce que ça démarre les deux moteurs exactement à la milliseconde qu'on veut. Vous appuyez le truc, les deux voitures démarrent, et à la fin, ça fait exactement l'effet que vous vouliez. Et à ce moment-là, vous avez quoi? Un agrégat qui est un ensemble de deux voitures. Et c'est ça votre unité. Quand je démarre les deux voitures, et là, vous avez votre événement. Quand je démarre votre objet de base, ça va être une paire de voitures. La question, c'est dans votre système, plutôt que de considérer tout le temps que tout doit toujours être en même temps, il y a peut-être des choses qui tolèrent une certaine flexibilité. J'ai deux clients je suis dans l'hôtellerie, donc dans ma boîte, là, Siriona, des clients qui font des réservations sur 2 hôtels. Les réservations, il y en a une qui tombe là et l'autre, elle tombe à la milliseconde derrière. C'est pas la même chambre, je m'en fous. Ils vont pas se la manger, c'est pas la même chambre. Pas dans le même hôtel. D'accord? On peut prendre 1 seconde de plus pour traiter l'un ou 1 seconde de moins pour traiter l'autre. En affaire. Complètement à part. Pourquoi? Moi, même dans un hôtel, si quelqu'un réserve une chambre double et que l'autre réserve une chambre simple, les clients, ils sont même pas en concurrence. J'aurai des agrégats différents. Par contre, quand j'ai 2 clients qui veulent réserver des chambres doubles, et que j'en ai que 2, enfin que j'en ai qu'une, savoir qui passe en premier peut être intéressant. D'accord? Là, vous remarquerez tout de suite, où est mon agrégat? Qu'est-ce qui va se passer sur cette chambre? Il y en a une il y a le premier client qui va dire, j'ai réservé. Donc, un client a réservé une chambre, puis on va y mettre aussi, en fait, il n'y en a plus. Puis il y a le client d'après qui va arriver, et puis on va dire, désolé, il n'y a plus de chambre. D'accord? Cette notion de frontière de transactionnalité est très importante parce que votre système va être beaucoup plus découpable en petits morceaux. C'est pour ça que j'ai parlé de DDDD. Donc ceux qui connaissent Domain Driven Design se sont peut-être dit que j'avais mis un D en trop sur mon slide. Non, pas du tout. C'est en fait qu'il faut aussi regarder les patterns de Domain Driven Design comme étant des patterns de distribution. Et typiquement, l'agrégat, c'est un pattern de distribution. Ce que ça veut dire, c'est que votre système peut être découpé autour de ces frontières de transactionnalité. Vous avez des frontières. Maintenant, vous pouvez prendre un agrégat, le mettre sur une machine, prendre un autre agrégat, le mettre sur une autre machine. Les temps de communication, etc., ne mettront pas en danger votre système. C'est un très bon point de départ pour pouvoir placer vos événements, puisque vos événements, votre notion de temps va être très importante dans sa continuité pour chacun de vos agrégats. Mais quand vous avez beaucoup d'agrégats, les lignes de temps de chacun des agrégats n'est pas censée être importante. Des fois, vous pouvez recouper un petit peu pour savoir ce qui s'est passé. Mais vos agrégats, étant des agrégats et ayant une frontière de transactionnalité et de consistance, font que leur timing, les uns à côté, leur timing n'ont d'importance que localement pour l'agrégat. Et les interactions des timings des agrégats, en général, a peu d'importance. On parle dans ce cas-là d'eventual consistency, donc je ne vous ai pas traduit le terme en français, parce que malheureusement, il n'y a pas de bonne traduction en français du terme. Ça veut dire que le système va un jour être consistant. C'est-à-dire que quand vous voulez faire des réservations sur 2 chambres d'hôtel, même si les 2 personnes l'ont fait en même temps, ça n'arrivera pas en même temps. Mais au final, à un moment, les 2 chambres seront réservées, et ce sera le cas. On finira toujours par avoir quelque chose à un moment qui sera ce qu'on veut, mais ça n'arrivera pas forcément dans le même timing, etc. On autorise une certaine souplesse quant à la consistance
entre des éléments qui sont en dehors de leurs frontières de consistance, bien entendu. Sinon, les autres, on les a mis à l'intérieur du même agrégat. Alors, je vous ai parlé là pas mal de tout ce qui est modélisation. Pour l'instant, je vous ai dit, on stocke des agrégats, on stocke des événements, on stocke des événements, on stocke des événements. On va voir un petit peu à quoi ressemble un event store. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un exemple plus concret de comment est-ce qu'on peut faire vraiment ces choses-là. Parce que pour l'instant, je parle. Ça doit vous sembler un petit peu abstrait et probablement pas très réalisable. Un event store, c'est pas très compliqué à faire. Pour ceux qui aiment les bases SQL, il suffit d'avoir une table comme ça. Alors après, ça vous posera peut-être des problèmes de performance et tout à long terme, mais en tout cas, vous pouvez commencer comme ça si vous n'avez pas plus de quelques millions d'événements, ça ne pose pas de problème. Vous mettez un event ID, ça vous permet de voir en particulier si un événement a déjà eu lieu, de le voir repasser et de pouvoir dire non, c'est bon, je l'ai déjà vu. Ça rend votre système résistant au rejouage d'événements. Vous avez un aggregate ID, ça vous permet de regrouper vos événements dans le temps selon leurs critères de regroupement, à savoir l'agrégat dont on a parlé juste avant. Unique identifier ou ce que vous voulez, des entiers, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui, de l'extérieur, peut être utilisé pour définir un agrégat. OK, jusqu'ici. Donc, si vous voulez savoir tout ce qui est arrivé à votre chambre d'hôtel, vous prenez l'ID de votre chambre d'hôtel et vous demandez tous les événements pour celui-là. Et grâce au numéro de version, int, qui va être 0, 1, 2, 3. 0 pour le premier événement, 1 pour le deuxième événement, 3 pour le troisième événement. Vous faites un sort dessus. Vous demandez ma chambre. On me sort tous les événements ordonnés par version. Et j'ai tout l'historique de ma chambre. Super. Puis là, un bête payload data en binaire, qui est une sérialisation de votre événement. Protobuf, JSON, XML, ce que vous voulez, quoi. Après, ça concerne vos préférences en général. Vous voyez en quoi vous préférez. Il y en a s'ils sont plus compacts. Si vous avez des milliards d'événements, peut-être que vous préférez un format plus compact. Si vous avez peu d'événements, mais que vous voulez mieux instrumenter votre truc, le XML, le JSON sont souvent assez utiles. À vous de voir. Mais on peut faire autrement. Oui, alors oui, sur l'event store, je ne vous ai pas parlé des deux opérations principales. L'insertion, ajouter des événements. Vous prenez l'ID de votre événement. De toute façon, il a été émis par un agrégat. Vous avez l'ID de l'agrégat. La version, ça, je vous dirai comment le faire. Mais en général, vous prenez le max, vous ajoutez un, éventuellement, pourquoi pas. Et puis ça, c'est une sérialisation. On insère. Obtenir tous les événements depuis le début, vous dumpez votre table, select étoile. Pour obtenir tous les événements pour un agrégat, vous faites un where aggregate ID. Vous voulez obtenir tous les événements jusqu'à une version ou à partir d'une version. Celui-là. Super facile. Vous pouvez éventuellement ajouter un ID incrémental global si vous voulez aussi connaître le numéro de votre événement dans la globalité de votre système. Pourquoi pas, mais des fois ça peut vous intéresser. Dans plein de systèmes, c'est pas forcément intéressant à partir du moment où c'est séparé en agrégats. De toute façon, c'est séparé en agrégats. Les relations entre les agrégats ne sont pas censées vous intéresser énormément. Vous pouvez aussi ajouter des métadatas, timestamp, tous ces trucs-là, automatiquement, ou les mettre dans vos événements. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos contraintes, de votre business, de votre domaine, toutes ces choses-là. Il y a une autre façon très simple de faire un event store. Vous ouvrez un fichier. Un stream, évidemment, Java, un stream, comme ça. Vous l'ouvrez, et puis à chaque fois que vous avez un événement, vous le sérialisez, vous obtenez des octets. Puis vous faites, j'écris la taille, j'écris les octets, je fais un checksum. MD5, SHA1, CRC32. Flush. C'est écrit. Ça ne bougera plus jamais. Terminé. On continue. Size, data, checksum, flush. Size, data, checksum, flush. Si jamais vous avez vraiment des très forts taux d'écriture, vous pouvez décider de faire un flush tous les 10 événements, auquel cas vous pouvez risquer de perdre 10 événements. Ce qui se passe là, c'est que mon système meurt ici, là.
Ben, c'est pas grave, vous lisez la taille, vous lisez les données, vous savez que le checksum est censé être derrière, vous essayez de lire le checksum, si ça dépasse la fin du fichier, de toute façon déjà c'est mort. Si vous aviez préalloué votre fichier, vous prenez le checksum qui voudra probablement 0, 0 ou n'importe quel garbage, là, vous le recomparez au contenu de votre donnée, c'est pas la même chose, c'est qu'on est mort à ce moment-là. Vous reprenez là, ce truc-là n'a pas été sauvé, il n'a jamais eu lieu. De toute façon, personne n'a été mis au courant du fait qu'il avait eu lieu, puisque tout effet de bord doit venir après le fait d'avoir sauvé. Personne ne sait que ça a eu lieu, autrement qu'un petit bout en mémoire à un moment de votre utilisateur. De toute façon, le système est mort entre les deux, l'utilisateur il aura dû refaire l'opération de son côté, il l'aura vu. Et vous faites ça. Vous avez des disques de combien? De 50 Tera? Vous pouvez en mettre. Si vos événements ils font 100 octets en protobuf, je peux vous dire que vous pouvez écrire de l'historique. En plus, avec ce système-là, mais l'autre système aussi, vous pouvez faire ce truc-là qui est assez sympa. Vous pouvez utiliser votre event store comme une queue. C'est-à-dire que vu que vous écrivez tout dedans, comme ça à la suite, parce que là, vous êtes en train d'écrire celui-là, vous écrivez, et puis derrière, vous avez un autre process qui regarde si, à intervalles réguliers, il y a une suite. Ah bah ouais, ok, il y a un checksum et tout, ok, c'est valide, j'avance jusque-là. Puis ces trucs-là, vous l'utilisez derrière pour propager vers d'autres, pour faire une réplication, pour pousser vers des dénormalisations, je vais vous expliquer après comment ça marche, pour faire appliquer les effets de bord. Mais plutôt que de devoir faire des transactions distribuées, des trucs comme ça, vous avez juste un fichier dans lequel vous faites un append, un petit fichier dans lequel vous écrivez éventuellement ça, et un petit fichier dans lequel là vous mettez un entier qui représente la distance à laquelle vous êtes. Avec ça, vous battez n'importe quel système de queue, n'importe où, parce que non seulement vous faites votre sauvegarde transactionnelle, etc., et en plus, ça vous sert derrière pour savoir où vous en êtes, de façon à pouvoir faire les opérations externes, sans avoir à redéplacer vers d'autres serveurs qui gèrent différemment. Alors, là, je vous commence à vous parler d'intégration, on va se poser vraiment la question de l'intégration, parce que là, vous avez vu, j'écris plein d'octets sur mon disque, d'un côté, j'ai des agrégats qui n'ont pas de getter, pas de setter, parce que c'est interdit de leur demander leur état actuel, il est privé, machin, on le stocke nulle part. Maintenant, j'ai envie de savoir, ouais, mais ce client-là, il a acheté combien de chaussettes au final? Maintenant, là, je veux le savoir. Comment je fais? Je vais reprendre l'historique depuis le début, reparcourir tout de façon à trouver et puis vous répondre? Probablement pas. Pour ça, voyons comment on intègre un système habituellement. Reprenons les bonnes pratiques, puisqu'on a des dizaines d'années de travail sur des pratiques qui nous permettent de construire des systèmes correctement. Vous connaissez tous ce schéma d'une architecture 3 tiers. Donc là, ce que vous allez me dire, c'est habituellement, ici, vous avez votre présentation. Puis votre présentation, elle va demander à des objets métiers, qui, par exemple, pourquoi pas nos agrégats, ce serait pas mal. Puis derrière, vous avez une base de données qu'on pourrait remplacer par un event store. Mais en même temps, là, après, ça se passe pas très bien, parce qu'on a vu qu'au niveau query, l'event store, c'est pas super. Mais reprenons ce qui se passe quand on fait ça. Vous voulez afficher une donnée. Alors ce que vous faites, c'est que votre affichage va demander un objet métier. Et votre objet métier, il va demander des données. Lui, il va chercher dans son stockage, il va déjà faire des joins et des choses comme ça pour les sortir. Et puis une fois que ces données-là vont être prises, ils vont les remonter là. Ensuite, ces données-là, souvent, elles sont sous forme quand même de tables, de lignes, de machin. On va les retransformer grâce à un ORM souvent dans un objet métier. Ok, maintenant on les a. Mais souvent, ces objets métiers, c'est pas vraiment ceux qu'on utilise pour afficher. On a un view model. Donc derrière, on va remodifier les données du view model pour pouvoir les remonter dans la présentation. Ça y est, vous avez affiché. Maintenant, je veux modifier. Ah ouais, alors on veut modifier. 2 secondes. D'abord, vu que c'est stateless, il va falloir recharger l'objet. Donc comment on va faire? On va indiquer l'opération qu'on va faire. Sur quel objet? Trouvons l'objet. On va demander un objet métier, cet objet métier-là va demander des données, on va prendre les données, on va les transformer, on va les modifier, ensuite on va les remettre là, on va les remodifier, on va les remonter là-haut, là-haut on va faire une opération, on va modifier les données internes de l'objet métier, et ensuite on va redescendre, et ensuite on va remodifier, on va faire ça. Wow. Compliqué. Qui fait comme ça ici? Ouais, tout le monde, bien sûr, tout le monde fait ça, bien sûr. Bien sûr que tout le monde fait ça. Mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ceux qui vous ont poussé cette architecture-là, c'est ceux qui vous vendent ça? Oracle, Microsoft,
je bâche gentiment des sponsors, hein, mais enfin, en même temps, on les comprend, on l'aurait fait aussi, il n'y a pas de souci, je leur en veux pas. Mais quand vous faites ça, en fait, si jamais vous voulez faire la moindre modification de votre système, où est-ce que va se produire votre modification? Vous voulez changer un affichage, il va falloir changer la présentation. Mais pour ça, il va falloir ajouter des données ici aussi pour avoir ces données-là. Donc on va commencer à modifier ça. Mais pour avoir ces données-là, il va falloir modifier ça. En fait, à chaque fois, vous avez fait des belles couches comme ça, alors que vos changements ils vont avoir lieu comme ça. Et là, ça va être un peu compliqué. Ce qui va se passer aussi, c'est que au moment où vous voulez faire un changement, là, ce changement dans votre affichage, vous voulez avoir l'utilisateur avec son nombre de dernières commandes, plus la liste de ses amis et tout ça. Donc vous avez fait un bel objet métier qui compte sur votre objet user. Vous pouvez faire point commands avec derrière point, enfin entre crochets ou une liste ou un truc comme ça pour obtenir pour chacune des commandes le détail et tout, de toute façon pouvoir les retrouver. Puis en même temps vous avez point friends avec les amis, avec eux-mêmes leurs commandes, comme ça, et vous avez un super modèle de toute votre entreprise où avec un point, à chaque fois, vous pouvez aller un niveau plus loin. C'est super. Super bien. Par contre, vous êtes aperçu que si vous aviez besoin de charger un utilisateur et que ça vous fait monter toute la base d'un coup en mémoire, vous avez un problème. Ok ? Gros problème. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait, ouais, bah non, bah en fait, quand je vais charger un utilisateur, je ne vais pas charger ses amis. Mais si j'ai besoin des amis, je vais les charger. Ah, mais alors j'en charge un où je les charge tous. Est-ce que je commence par charger la liste des identifiants des amis et puis quand j'en aurai besoin d'un, j'irai le charger? Parce que des fois, je veux juste trouver les 3 premiers. Des fois, je les veux tous, etc. Bon, ok, on va trouver une solution. Et puis, en fait, quand on va modifier, par exemple, on veut que l'utilisateur il passe une commande. Est-ce qu'on a besoin de charger toutes les commandes passées pour le faire? Probablement pas. Bon, ok, alors les commandes, on va pas les charger. Mais la dernière, le nom, ah, mais là, on n'a pas besoin du nom. Bon, on va peut-être pas le charger non plus. Bon, qu'est-ce qu'on va charger? Alors après, vous avez 2 options. Soit vous avez un ORM qui gère les prefetch pass, auquel cas vous commencez à dire à votre ORM, ouais, alors là, je charge cet objet-là, mais est-ce que tu pourrais être sympa et me charger ça aussi, et ça, et ça, et ça, et ça. Soit vous ne le faites pas, et à ce moment-là, vous adoptez la technique select 1 plus n, à savoir je charge la liste de mes amis, et ensuite je fais une requête par ami pour aller chercher l'ami, et là vous tapez, quand le gars il s'appelle Ashton Kutcher, et qu'il a 1 million d'amis, ça fait mal. D'accord? Qui a déjà rencontré ces problèmes-là dans son système? Aïe, 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 aïe. L'enfer, les lazy load, ça fait mal. Je vous ai un peu détaillé ça. Votre ORM, super, il vous permet de faire du prefetch pass. L'ORM, je comparerais un petit peu ça au fait de prendre un antidouleur quand on est en train de se taper sur le doigt, de façon à ne pas avoir mal. D'accord? Si jamais ça fait mal, plutôt que de diminuer la douleur, essayez d'arrêter la source. D'accord? On parlera aussi des problèmes de cache juste un petit peu après, qui en général sont endémiques dans les architectures 3 tiers. En tout cas, la question, le truc, c'est que voilà, mon but dans la vie n'est pas que mon architecture ressemble à des lasagnes, 3 couches, 4 couches, j'en ai rien à faire. Je veux quelque chose qui soit simple à utiliser. Est-ce qu'on ne serait pas un peu compliqué la vie jusqu'ici? D'accord? Tout ça pour faire plaisir à Microsoft et tout, qui avait trouvé quelque chose où les responsabilités étaient relativement bien séparées, où leur système de base de données était relativement central, et avec derrière, par